Bonjour à tout le monde. Nous sommes la délégation ou les représentants de la DISI de l'UCAD, la direction de l'informatique et des systèmes d'informatique, n'est-ce pas? Donc, dans cette direction, nous avons plusieurs divisions. Nous avons une division qui s'occupe de la production, c'est-à-dire du développement des applications métiers. Nous avons une division qui s'occupe de l'aspect support aux étudiants et aux usagers ainsi que du personnel de l'UCAD. Nous avons une division, n'est-ce pas, qui est chargée de tout ce qu'il y a comme digitalisation et communication. Nous avons aussi une autre division qui s'occupe de tout ce qui touche à l'audiovisuel, n'est-ce pas, et qui sont au niveau de l'UCAD au centre de conférence. Nous avons une division qui s'occupe de la sécurité des réseaux et nous avons une division qui s'occupe de la formation en TIC et de l'infrastructure des formations, n'est-ce pas, à distance, la DEFIFAT. Au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, le recteur, président de l'Assemblée, n'est-ce pas, de l'université a une vision numérique. Cette vision, elle est pilotée par la DISI. Et dans la DISI, comme je viens de lister les différents services, nous avons, n'est-ce pas, un service qui s'occupe uniquement de la formation, la DEFIFAT, n'est-ce pas? Donc, dans les formations que nous proposons, ce sont des formations certifiantes. Ce sont des formations qui donnent un métier à un auditeur. Notre particularité, c'est que nous formons des gens qui n'ont pas le bac, n'est-ce pas? Il n'est pas obligatoire d'avoir le bac pour être formé à notre niveau. Il n'est pas obligatoire d'avoir le BFM. Il suffit simplement de pouvoir lire le français et de le comprendre. Et via nos différentes académies, Cisco, Huawei, Palo Alto et même UCAD, de vous former dans les métiers du TIC, n'est-ce pas? Ensuite, dans notre division, on s'occupe du renforcement des capacités du personnel de l'université. Cette formation est entièrement gratuite pour tous les membres du personnel de l'université Cheikh Anta Diop. Pour les autres, les apprenants, les étudiants, ils ont une tarification spécifique, n'est-ce pas, qui tourne aux environs de 90% du prix du marché. Une formation qui pourrait coûter 80 000 ailleurs va coûter pour l'étudiant 10 000 francs CFA, n'est-ce pas, comme la formation certificat informatique et Internet. Une formation dans laquelle, pour quelqu'un qui a un niveau pôle, de pouvoir apprendre ce que c'est que l'informatique, ce que c'est que l'ordinateur, ce que c'est que Internet, de pouvoir manipuler, maîtriser les outils de bureautique moyennant juste 10 000 francs CFA. Et précisément, à quel niveau justement d'instruction vous recrutez? D'accord. Nous commençons déjà, comme je viens tantôt de le dire, pour ceux qui arrivent à lire le français et à le comprendre, n'est-ce pas? Ensuite, il y a des professionnels qui ont déjà un métier, mais qui désirent, n'est-ce pas, améliorer leurs compétences, qui désirent améliorer leur productivité. Pour ces gens-là, nous avons un cursus à part qui vise à les renforcer, n'est-ce pas, à renforcer leurs capacités. Voilà. Vous pouvez nous en fait parler des possibles débouchés de cette filière? D'accord. Pour toutes nos filières débouchent sur un métier. Par exemple, si on prend la filière support, technicien de support, moyennant 35 000 francs CFA pour un étudiant, il arrive à comprendre et à dépanner des systèmes informatiques. Il pourrait désosser un ordinateur portable comme fixe et ensuite déterminer la panne, réparer la panne et tout réassembler. Pour la formation en administration de réseau, aussi bien les apprenants étudiants, n'est-ce pas, que les apprenants professionnels qui interviennent dans le cadre de l'armée, qui interviennent dans plusieurs structures étatiques, viennent renforcer leurs capacités afin de maîtriser la configuration des équipements d'interconnexion et de pouvoir être beaucoup plus productifs en entreprise. Donc les formations vont des TIC, n'est-ce pas, de l'Internet des objets, de la cybersécurité, des réseaux, etc. Et même des formations, n'est-ce pas, comment on appelle ça encore, certifiantes qui visent simplement à renforcer les capacités du professionnel en R, en développement d'applications, en mise en place de plateformes destinées à l'apprentissage, à la formation à la distance, etc. Voilà. Restons toujours dans le domaine du numérique. Il y a le service numérique pour les étudiants. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce service? Donc, je suis Marianne Carvalho. Je suis à la direction de l'informatique dans la division digitalisation de l'information et de la communication. Donc, dans ce volet service numérique aux étudiants, toute une panoplie d'applications ont été développées pour que les étudiants puissent, lorsqu'ils arrivent, s'inscrire. Après l'inscription, pouvoir vraiment être à l'aise dans leurs études à l'université. Donc, la DISI a développé tout un portail de services dédié à l'étudiant qui s'appelle Student Center. C'est un portail où l'étudiant a accès à ses notes,
Elle peut faire des demandes de bourse, peut s'inscrire directement, peut voir quels sont les médecins agréés pour la visite médicale avant de s'inscrire. Il y a toute une série d'applications qu'ils peuvent aller voir, que ce soit sur le volet pédagogie ou bien sur d'autres volets, pour que vraiment son cursus se passe bien à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, il y a toute une démarche communicationnelle qui a été mise sur pied pour vulgariser ce service. Et la direction de l'informatique est assez proche des étudiants. Donc, comme aujourd'hui, nous sommes là au salon pour rencontrer nos futurs étudiants, les élèves venus se renseigner sur les filières qu'offre l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, que ce soit des filières informatiques, la médecine ou tout autre, et rencontrer même d'autres universités. Donc, c'est dire que nous sommes très proches des étudiants et nous développons des applications uniquement dédiées à ces étudiants-là. De plus en plus, on parle de digitalisation dans le monde universitaire. Qu'est-ce que le service fait justement pour la digitalisation de l'UCAD? Pour la digitalisation, aujourd'hui, on peut dire qu'on a digitalisé toute la chaîne d'inscription de l'étudiant. Depuis la demande en formation, la demande d'admission, jusqu'à l'obtention du diplôme, en passant par la préinscription, le paiement en ligne, la visite médicale. Tous ces services numériques-là ont été digitalisés, de sorte que l'étudiant aujourd'hui à l'UCAD, il n'a plus besoin de se rendre presque à l'université pour avoir à régler des problèmes administratifs. De la demande d'admission jusqu'à l'inscription, jusqu'à l'obtention du diplôme, il peut le faire en ligne. La demande d'admission se fait en ligne, la préinscription se fait en ligne, le paiement se fait en ligne, la visite médicale, toutes les phases que l'étudiant faisait manuellement auparavant, aujourd'hui sont digitalisées et l'étudiant peut rester partout au Sénégal et même à l'extérieur, il pourra faire l'inscription définitive jusqu'à obtenir son certificat d'inscription. Donc toute la phase d'inscription a été digitalisée au niveau par la TISI au niveau de l'UCAD. Est-ce que tous les parents d'élèves, d'étudiants et les étudiants eux-mêmes comprennent ce système? Est-ce qu'il n'y a pas de défi à relever dans on peut renforcer dans ce sens la communication, mais je pense qu'aujourd'hui tout étudiant qui est à l'UCAD est au courant de cette procédure. Parce que c'est une procédure qui est obligatoire. Il n'y a pas une procédure manuelle pour les inscriptions. Il faut passer en ligne, faire sa demande. Il faut aller dans une plateforme pour faire son inscription. Il faut aller en ligne pour éditer son certificat d'inscription. Même pour consulter ses notes après les évaluations, il faut aller dans une plateforme en ligne. Donc tous les étudiants aujourd'hui qui sont à l'UCAD sont au courant de cette procédure. Peut-être la communication qu'on pourra améliorer, c'est pour les bacheliers qui viennent, les primo-entrants. Mais les étudiants qui sont déjà à l'université, eux, ils sont au courant de toute la procédure. Je suis le lieutenant Ousseynou Koundoul, je suis de l'école de l'armée de l'air. Je suis élève pilote hélico. Je suis à ma deuxième année de formation à l'école de l'armée de l'air. Voilà, aujourd'hui on est ici à l'Université Salon pour présenter un peu la formation à l'école de l'armée de l'air. Donc ici on a un Kakemono, ici on a un avion TB30 Epsilon, pour la formation des pilotes de chasse avancés. Donc on a aussi notre simulateur qui est derrière. Pour les élèves qui sont à l'école, on fait des simulations au sol avant le vol. On peut partir là-bas pour faire il va nous faire, le lieutenant Djedjou va vous faire vraiment, va vous montrer comment ça se passe avec le SUMU. Donc voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, quel conseil donnerez-vous aux élèves qui rêvent de passer le métier d'aviateur? Pour les élèves qui veulent embrasser le métier d'aviation, je les conseille de faire les filières scientifiques et de bien vraiment préparer le concours parce que c'est un concours très sélectif. Donc voilà, c'est pas donné à n'importe qui. Donc
quand on fait les filières scientifiques, donc on a beaucoup d'opportunités donc pour voilà. Et on a beaucoup plus de chances de réussir le concours que voilà, certaines filières. Alors, est-ce que le métier, comment vous qui êtes dedans, vous voyez ce métier-là? Est-ce qu'il est passionnant? Est-ce que c'est un métier qui fait rêver ou selon vous? Bon, selon moi, avec le peu d'expérience que j'ai, c'est un métier passionnant. Déjà, le fait de voler, de voir la nature, c'est beau à voir. C'est un métier passionnant vraiment. Donc, il faut être vraiment passionné pour faire ce métier, quoi. C'est pas facile, mais quand on est passionné et avec l'engagement, on peut le faire. C'est pas facile. Est-ce que ça veut dire que ça nécessite beaucoup de courage, hein? Est-ce que les peureux peuvent embrasser le métier d'aviateur? Bon, je dirais pas que c'est des peureux, mais il faut tout le temps être constant. Donc, il faut tout le temps être constant, toujours évoluer. Donc, il ne faut pas aujourd'hui faire un bon vol et demain faire un mauvais vol. Donc, évoluer en dents de scie, quoi. Mais l'essentiel, c'est d'évoluer. Et voilà, c'est ça. Il y en a qui pensent que c'est un métier risqué. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que tous les métiers se valent. Hein. Le risque, là, c'est partout. Hein. C'est partout. Donc. Même moi, je peux sortir ici et un véhicule peut me renverser. Donc, je veux dire que le risque est partout. C'est ça. Voilà, nous sommes en compagnie du lieutenant Diédhiou de l'armée de l'air, si je ne me trompe pas. Voilà, je m'appelle Omar Diédhiou, je suis lieutenant, pilote de chasse au niveau de l'école de l'armée de l'air. Pilote de chasse pour être beaucoup plus précis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous êtes en train de faire? Bon, là, je suis en train de m'aligner pour effectuer un atterrissage. Voilà, je suis en finale, comme on le dirait. Et là, je m'apprête à atterrir, tout simplement. Bon, le processus après le décollage, déjà, on se met en configuration pour venir en vente arrière. Et après la vente arrière, on sort nos éléments, on se met en configuration, on garde nos paramètres pour venir ensuite se présenter en finale et se poser. Voilà. Bon, l'atterrissage, c'est une des phases critiques du pilotage. Parce que c'est une phase qui nécessite beaucoup de concentration et de maîtrise. Voilà, c'est une phase. Et là, vous touchez le sol, Voilà. le tarmac. Là, je suis tout à fait. Bon, j'ai atterri là. Oui. Maintenant, là, je vais m'apprêter à décoller de nouveau. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle touch and go. Ok, touch and go. Voilà. Ok. Là, j'ai atteint ma vitesse de rotation. Et Je décolle. Combien de temps pour l'apprendre? L'atterrissage en soi, bon, il n'y a pas un temps prédéfini. Après, il y a un nombre de vols qui, pendant ces vols, on apprend à l'élève à poser l'avion. Parce que ça fait partie des bases. Au début, il y a une phase sélection qui est faite, qui à la fin est clôturée par un lâcher. Bon, dans certains cas, un lâcher, ça veut dire que l'élève part seul avec l'avion, il décolle seul et il revient, il atterrit seul. Voilà. Maintenant, ici à l'école, c'est la première phase du premier module du brevet élémentaire des élèves à Thiès. Donc la Voilà. formation se fait à Thiès. Intégralement à Thiès. Et ça dure combien de temps? La formation complète entre 2 ans et demi et 3 ans. Voilà. Maintenant, dans la formation, il y a la partie théorique et la partie pratique. Les deux, bon, la partie théorique, c'est celle qu'on fait en premier. Et elle se fait en 1 année et demie, quoi. Après, la phase pratique va s'en suivre, qui nécessite d'abord
à faire un tronc commun pour ceux qui font avion. Tronc commun de 80-85 missions, tous des vols. Bon, on appelle le vol dans le jargon militaire, on l'appelle mission. Donc c'est 80 missions, 80-85 missions. Et à la fin, on a notre brevet élémentaire. Après ce brevet, on est orienté, pour ceux qui font avion, on est orienté soit en spécialité chasse ou en spécialité transport. Et tout cela nécessite une formation supplémentaire? Bon, ce n'est pas une formation supplémentaire, mais c'est une continuité au fait. C'est une continuité. Initialement, c'est un tronc commun, tout le monde fait la même chose. Après, chacun part faire sa spécialité. Parce que ce que font les chasseurs et ce que font les transporteurs, bon, c'est toujours du pilotage, mais ce n'est pas la même chose. Quelle est la différence? Bon, la différence, c'est que le transporteur, il est beaucoup plus appelé à transporter. Aller d'un point A à un point B, soit à faire des largages para, ou bien à transporter du fret, ou faire de l'évacuation sanitaire. Par contre, pour le chasseur, lui, il est plus appelé à intervenir dans les opérations. Ça peut être de la surveillance, ça peut être même une intervention même à engager des tirs. Et donc ça c'est différent parce qu'il y a une phase qui nécessite à faire apprendre à l'élève certaines manœuvres, comment manier l'avion dans certaines configurations, dans certaines situations. Et même il y a une phase typique aux chasseurs qui consiste à voler en formation. Le vol en formation, c'est un vol qui se fait avec minimum 2 avions, qui volent en parfaite synchrone et qui, par la communication que l'élève va apprendre aussi, ils partent en mission ensemble et ils reviennent ensemble. Voilà, l'hélico, après la sélection, c'est après juste la sélection qu'on oriente l'élève en spécialité hélico. Différemment de celui qui fait avion, c'est la particularité des hélicoptéristes. Eux, après la sélection, ils partent directement faire le brevet élémentaire hélico, après faire le brevet supérieur hélico. Qu'est-ce qui est plus difficile entre conduire un avion et conduire un hélicoptère? Bon, c'est relatif, hein. Chaque personne a sa propre appréciation. Mais après, c'est du pilotage, c'est toujours difficile. Mais après, il faut juste essayer de se trouver et trouver le juste milieu pour pouvoir bien faire la formation et s'en sortir. Est-ce que quelqu'un qui sait piloter un avion peut forcément piloter un hélicoptère? Pas forcément, mais il aura certaines aptitudes, certains acquis qui pourront lui permettre d'avoir une certaine facilité par rapport à celui qui n'a jamais fait de pilotage. Parce que c'est toujours du pilotage, comme je vous dis. Et voilà, le principe reste plus ou moins le même. Après, les commandes diffèrent un peu. Dans l'avion, on parle de manche, de manette à gaz. Là-bas, on parle de cyclique, on parle de pas général. Mais c'est plus ou moins la même chose. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Moi, c'est le professeur Ibrahim Ngom. Je suis enseignant-chercheur à l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et présentement, je suis le directeur de l'Institut supérieur de formation à distance de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ISFAT-ICAD. Donc, l'ISFAT-ICAD est créé en juillet 2023. Ça a été provoqué juste après la fermeture de l'UCAD. Donc, si vous vous rappelez bien les récents événements de juin 2023. Mais néanmoins, quand même, la formation à distance a bien existé quand même bien avant au niveau de l'UCAD, notamment avec l'EBAD. Maintenant, l'Institut supérieur de formation à distance de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, sa mission première, c'est quoi? C'est d'accompagner l'ensemble des établissements, principalement les facultés, les 6 facultés de l'UCAD, les écoles et les instituts, et les autres établissements, que ce soit les écoles doctorales. C'est pour les accompagner, pour qu'ils puissent faire quand même ce qu'on appelle de l'hybridation. Et l'hybridation, c'est quoi? C'est comment on peut allier à la fois la formation à distance et la formation en présentiel. Maintenant, je voulais d'abord faire un point focus sur la formation à distance. Donc ça veut dire que la plupart en fait, de l'ensemble des acteurs, même des professionnels,
ne comprennent pas c'est quoi la formation à distance. La formation à distance ne dit pas qu'en fait l'enseignant est quelque part et l'étudiant en fait est d'autre part. Non. La formation à distance, c'est de dire que les ressources sont en ligne. Et comment on peut l'expliquer de manière terre à terre, okay, pour quelqu'un en fait, voilà, qui ne comprenne pas. Donc imaginez l'enseignant qui fait son cours d'un semestre, octobre jusqu'en mars. L'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Les étudiants viennent en classe, il produit son cours, pour ne pas dire enseigner. Actuellement, on fait de la production, on ne fait plus de l'enseignement. On produit son cours. Quand il va produire son cours, les étudiants sont en présentiel. Il y a certains qui sont absents. Maintenant, si vous ratez le cours, c'est fini. Si vous ne comprenez pas l'enseignant, c'est fini. Maintenant, l'enseignement à distance dit, l'enseignant, avant même de démarrer son cours, je dis en octobre, avant même de démarrer, on demande à l'enseignant de produire tout ce qu'il aurait dû faire d'octobre jusqu'en mars. Toutes les séances de classe, de 2 heures de temps qu'il devrait faire, chaque séance doit être enregistrée avec l'accompagnement de l'Institut supérieur de formation à distance, parce que nous avons les techniques, les approches pédagogiques, l'approche par projet et tout ça. On va l'accompagner et tout ça, on va le faire comme étant, comme vous le dites, l'étude de série de Fermi. Okay? Vous prenez BTBT, vous prenez les autres, c'est des scénarios. Chaque jour, il y a un scénario. Maintenant, on demande à l'enseignant de dire cette fois-ci, votre cours, vous ne devez pas le faire comme vous voulez. Ce cours-là, vous devez dire chaque séance, pendant 2 heures de temps, quels sont les objectifs, quelles sont les compétences que vous voulez et tout ça. Vous les déclinez d'abord à ce qu'on appelle une fiche de scénarisation théorique. Maintenant, nous, on va médiatiser. L'histoire va venir accompagner avec des caméramans, avec des gens, avec ce qu'on appelle des infographes et tout ça. On va mettre tout ce background et toute cette connaissance-là, on va les mettre en numérique. Donc ça signifie quoi? Moi, professeur Ibrahim Ngom, mon savoir-faire, mes compétences existent numériquement. On va créer une catalogue. Et cette catalogue-là va exister. On est des mortels. Si je ne serai plus là, mais mes backgrounds et tout ça est en format numérique. Et ce format numérique-là peut exister. Maintenant, c'est ça que l'histoire va apporter. Imaginez, tous mes cours sont en ligne. Ça n'empêche pas que je puisse faire mon cours en présentiel. Mais quand je fais mon cours en présentiel, celui qui s'absente, il peut toujours bénéficier en fait de ce même cours-là. Au même moment que je fais en présentiel, je peux enregistrer mon cours. Donc ça veut dire que l'étudiant a déjà ma conception déjà, comme je vous l'ai déroulé, mais aussi l'étudiant a en même temps l'enregistrement en présentiel. Tout ça, on le met dans une plateforme qu'on appelle plateforme Moodle en ligne. Vous pouvez contrôler l'assiduité justement de ces apprenants-là en ligne. Voilà, en fait, ça je parle du point de vue technique, comment on le fait. Mais vous savez, en fait, nous, ce qui nous manque, nous les Africains, comment on appelle, c'est la planification, c'est les dispositifs. Mais derrière, même si vous avez à peu près, comme on dit, un avion et tout, mais un avion, en fait, ça ne se vole pas comme ça. Il y a une procédure, il y a une planification, il y a une convocation des agents qui doivent venir, qui doivent être sur le terrain et tout. Ça n'a rien à voir avec l'opérationnel. Maintenant, pour que ça puisse fonctionner, il faut vraiment avoir ce qu'on appelle un dispositif organisationnel. Maintenant, vous parlez de dispositif organisationnel, c'est ça qui manque les Africains. Mais ça aussi, on le dit, c'est des procédures, c'est de la planification, c'est de l'opérationnalisation de manière globale. C'est ça qui va accompagner la formation à distance. Actuellement, nous faisons comme les autres, nous faisons des emplois du temps, nous allons planifier le semestre, nous allons faire des cours en live qui remplacent un peu le cours en présentiel avec ce qu'on appelle les outils Moodle, Google Meet, etc. Mais nous utilisons en fait Zoom et nous utilisons en fait le Teams. Ça, c'est l'équivalent du cours en présentiel. Mais ça n'empêche pas que le cours a été déjà produit en ligne. L'étudiant, quand il termine son live avec l'enseignant, ce live-là est enregistré, on le remet dans la plateforme, mais l'enseignant a déjà fait sa conception dans la plateforme. Maintenant, comme on le dit, l'enseignant, souvent, quand il est en classe, il n'y a pas de l'évaluation. Quand l'enseignant est en classe, souvent, la plupart, on peine à évaluer ce que vraiment l'enseignant fait. Seul l'enseignant sait à peu près ce qu'il a fait dans son cours. Mais quand on fait un cours en ligne, il y a, comme on le dit, il y a quand même l'évaluation des pairs. Les étudiants peuvent évaluer, les autres peuvent évaluer, etc. Maintenant, il y a ce volet-là qu'on doit pouvoir mieux communiquer pour dire qu'on n'est pas évalué pour pouvoir sanctionner, etc. Mais on évalue pour pouvoir se parfaire, pour pouvoir en faire se compléter. Et c'est ça qu'on appelle un peu la pédagogie augmentée. Donc l'information à distance ramène uniquement ce qu'on appelle la pédagogie augmentée. En tout cas, chaque enseignant a sa pédagogie. Mais la pédagogie actuellement, on doit le faire avec du numérique. Un enseignant ne doit plus enseigner sans le numérique. Maintenant, ce numérique-là va venir donner ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là, qui est simplement la formation à distance, pour simplifier un peu, pour ne pas entrer dans la partie technique, mais qu'on voit conceptuellement quels sont les avantages et quelles sont les opportunités. Maintenant, après, j'en viendrai maintenant à nous, ce que nous faisons concrètement au sein de l'ISFAT. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Voilà, maintenant, au sein de l'ISFAT, nous osons. Quand je dis oser, c'est juste qu'il faut aller vers l'innovation. Nous, on ne peut pas faire exactement en fait ce que les autres universités font. On est un établissement au sein de l'UCAD, mais nous, on proposons des formations professionnelles. Donc, nous proposons déjà 5 formations à Bac+2
Après, il y aura la licence, il y aura le master, mais on veut qu'à partir de Bac plus 2, que l'étudiant puisse être opérationnel, puisse travailler. Donc nous avons ce qu'on appelle les diplômes universitaires en ingénierie multimédia. Nous avons encore un autre diplôme universitaire en langue appliquée à l'e-tourisme durable. Nous avons un troisième DU en diplôme universitaire en cartographie et système d'information géographique. Nous avons en fait un dernier diplôme universitaire en imigéologie et département digital. Et ceci, c'est en 2 ans. Et l'histoire garantit qu'un étudiant qui fait ces 2 formations-là, il va être opérationnel, il va avoir un métier, pas un truc académique. Et la preuve en est que nous prenons, en fait, ça veut dire que c'est sans limite. Nous prenons tous les bacs. C'est juste, nous prouvons qu'en fait, même les bacs L1 et les bacs L2, ils peuvent faire à peu près ça à la science. Et c'est ça qu'on prouve. Nous, nos étudiants en ingénierie multimédia, c'est des bacs L1. Et retenez bien, en 6 mois, parmi nos cohortes de 50 étudiants à 60 étudiants, il y a 10 étudiants qui ont leur entreprise déjà en 6 mois et qui sont opérationnels. Et là où on parle, à côté, il y a un groupe d'étudiants qui sont en train de produire actuellement tout ce qui se passe pour pouvoir en faire l'injecter. J'ai d'autres vidéos aussi de témoignages. On a un étudiant. Il y a des débouchés. Oui, il y a des débouchés, oui. Il y a un étudiant, par exemple, qui avait juste son projet de pouvoir en faire aller au niveau, par exemple, des dendes. Okay. Il fait juste ce qu'on appelle les DU en production animale. Vous avez parlé de dendes, ça veut dire? Oui, dendes, ça veut dire que vous avez à peu près, comme on le dit, c'est des animaux. Ça veut dire qu'on fait à peu près ce qu'on appelle les DU en technologie production animale. Okay. Donc actuellement, qu'est-ce qu'il a? Il a acheté juste un couple de dendes. Actuellement, il en a produit 15 et il connaît maintenant la production. Donc ça veut dire que c'est un étudiant de bac L1, avec L1. Il a fait 1 année à l'ISFAD et il sait à peu près comment on fait la production. Et c'est ça le modèle de l'ISFAD. Et le modèle de l'ISFAD qu'on voudrait maintenant proposer, c'est quoi? Ça veut dire que dès la première année, l'étudiant doit pouvoir être en situation de travail. C'est pourquoi on fait la formation à distance. Quand on a un étudiant, on va essayer directement de pouvoir trouver, comme on le dit, des partenariats et des conventions avec les préfectures, les mairies, les entreprises, etc. Et on leur fournit de la main-d'œuvre. On place nos étudiants en situation de travail. Et maintenant, nous, les TP, au lieu de faire les TP, comme on le dit à l'UCAD, les TP vont se faire en situation de travail. Et que les étudiants vont être notés à part de là. C'est ça, en fait, notre modèle qu'on est en train de faire véhiculer. Donc, nous voulons quand même être accompagnés par les ministères, etc. pour ce modèle-là. C'est un modèle quand même qui est assez innovant. Nous osons, mais je pense qu'en fait que les produits sont là. On a une cohorte d'une année. Les étudiants, ils ont leur entreprise. On a des témoignages qui ont leur site e-commerce. C'est de la réalité. Allez juste en fait faire vos témoignages, etc. pour voir et vous allez relayer. C'est du concret et je pense que ce concret-là s'aligne totalement par rapport à la stratégie nationale quand même de développement de SN 2029 déjà, okay, pour la présidente de la République et sur le SN 2050 et pour l'UCAD. Globalement, en somme, de manière ramassée, c'est vraiment ça. Maintenant, on peut aller en détail sur des cas assez spécifiques. Non, c'est bon. Merci beaucoup, M. Ngom. C'est vraiment très explicite en tout cas, c'est très clair. De manière complémentaire, comme on le dit, donc on a proposé quand même des formations. Maintenant, on ne va pas aller directement sur des formations académiques. Imaginez par exemple le modèle de l'UCAD. On est 1500 enseignants. Imaginez, si chaque enseignant produit un cours seulement, parce qu'un enseignant il va enseigner au moins 2 ou 3 ou 4 ou 5. Imaginez 1500 enseignants. Si chacun produit un cours en ligne, on va mettre ça dans un catalogue. Ce catalogue-là, c'est 1500 enseignements. Demain, les nouveaux métiers. C'est là où l'ISFAD va venir accompagner. Au lieu de recréer encore des maquettes et tout ça, on a déjà des cours qui sont disponibles. On peut faire maintenant ce qu'on appelle de l'agrégation. Et on va sortir à peu près des profils avec des compléments, avec des formations à la carte, etc., des demandes de commandes de l'entreprise. Et à ce moment-là, on peut produire un modèle qui va être vraiment en fait enrichissant pour l'UCAD et en même temps en fait pour le monde professionnel. Donc tous les étudiants qui sont là pour former. Donc nous maintenant, nous osons aussi former les étudiants qui n'ont même pas de diplôme, qui n'ont jamais été à l'école. Donc nous allons proposer des formations en couture, okay, comme vous le voyez sur l'Afrique, hein, des formations en logistique et stock, en couture, etc. Parce que la formation à distance peut le permettre. Et maintenant, l'autre élément en fait que les gens ne veulent pas. C'est quoi exactement, je vous dis? Je dis qui n'a jamais été formé en formation à distance. Quand vous terminez votre parcours à l'université, vous avez votre diplôme. Vous avez votre diplôme, vous irez en entreprise. Quand vous voulez juste en fait avoir une promotion, vous êtes obligé d'avoir à peu près d'autres compétences. Mais vous ne le faites pas en présentiel. On s'inscrit tous en ligne. Mais ce diplôme-là qu'on obtient en ligne, il nous confère quoi? Il nous confère un expert. Donc la formation académique que j'ai faite en fait, du point de vue diplômante ne me confère pas un titre d'expert. Je préfère faire une formation en ligne, je reviens et je suis expert. Et maintenant, c'est l'expert même qui dit non, la formation en ligne n'est pas bon. Donc posons-nous des questions. Okay? Donc tout le monde a fait de la formation en ligne. L'enseignant même, quand il fait son cours, il le fait avec quoi? Mais l'enseignant, il va aller sur YouTube,
sur l'internet, il va avoir de la documentation pour produire encore un autre cours. Donc il apprend en ligne pour pouvoir en fait donner un cours. Et c'est l'enseignant lui-même qui dit non, la formation à distance, ce n'est pas possible. Nos jeunes qui sont en train d'innover, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller sur YouTube, ils vont regarder à peu près un prototype qui est fait en Chine, qui est fait d'autre côté. À part de ce prototype-là, ils arrivent à produire. Les mécaniciens qui produisent à peu près des produits-là, ils apprennent ça où? Ils n'ont pas l'ingénieur de travail, de tracer des, comme on le dit, des schémas, des gabarits, etc. Non, ils vont aller sur Internet, ils vont juste capter l'idée. Après, maintenant, ils vont être accompagnés et le faire. Et la formation à distance, c'est uniquement ce qu'il fait. C'est vraiment un joyau. On est là. Je pense que c'est la réalité. Ce n'est pas quelque chose qui se discute. Dorénavant. Moi, je ne discute jamais de la formation à distance. La formation à distance, c'est une réalité. On prend ou on laisse, on est en retard. On ne le fait pas, on est en retard. Globalement, en tout cas, nous, on accompagne. Les gens qui comprennent ça, on les accompagne. Voilà, ceux qui n'en veulent pas, il n'y a aucun problème. Ils vont rester dans leur classique, dans leur méthodologie. Mais nous, en tout cas, nous sommes dans la génération Z. Et la génération Z, tout ça se fait en ligne. Tout ça se fait en fait, comme on dit, de manière numérique. Donc, je vous présente d'abord notre institut, qui est l'Institut École normale professionnelle et technique, qui est une école normale qui forme des licences professionnelles. Donc, il y a un voie concours où les bacheliers pourront faire le concours et entrer en première année. Donc, après 3 ans, il y aura l'obtention de son licence professionnelle. Il pourra donc continuer à faire cycle ingénieur ou autre. Donc, aussi, à part ça, aussi, il y a d'autres concours aussi, des concours de KMTP, c'est-à-dire Bac plus 4 ou bien KSTP, Bac plus 6. Donc, si vous avez votre licence en informatique ou bien une licence dans d'autres domaines, vous pouvez entrer en NCP selon les filières. Ou bien vous avez aussi votre licence en licence professionnelle, comme ceux qui viennent de faire avec Bac plus 3. Donc, ils pourraient aussi faire le cycle aussi Bac plus 6 pour devenir des professeurs KS. Ils seront orientés au niveau des lycées techniques ou même aussi dans certains ISEP aussi. Donc, il y en a beaucoup de départements qui forment donc tous ces métiers-là. Donc, il y a technique, administration et secrétariat. Là, on forme des administrateurs. Il y a aussi technique, économie et gestion. Donc, ça concerne surtout les gens qui ont eu des licences ou bien master en économie et gestion. Donc, ils pourront devenir de là-bas des professeurs KMTP ou bien des professeurs KSTP en gestion. C'est risé, quoi. Il y a aussi technique industrielle, là où on forme les mécaniciens, ceux qui font aussi froid et climatisation ou bien l'électronique aussi. Il y a aussi d'autres départements, comme le département aussi d'économie familiale. On forme aussi les professeurs en économie familiale, ou bien en nutrition, ou bien aussi en santé aussi. Donc je vais m'arrêter là-bas. Donc il y a un dernier qui existe, c'est ce qu'on appelle les psychologues conseillers. Donc eux, ils entrent aussi en diplôme de Bac plus 3. Ils pourront faire aussi 3 ans pour devenir après des psychologues conseillers. Ils vont se trouver au niveau de l'administration ou bien dans certains IF pour conseiller les élèves afin de choisir le meilleur série, quoi. C'est ça l'incertitude. Alors quels sont les débouchés possibles quand on fait par exemple la formation? Quels sont les débouchés possibles? Quand on fait la formation, donc ça va dépendre de l'entrée, c'est-à-dire l'admission où l'élève a passé pour venir à l'NCTP. C'est-à-dire si c'est l'entrée en bac, donc il y aura la possibilité de devenir un technicien supérieur. Après ce technicien supérieur, il pourra donc continuer ses études au niveau des ESP ou bien d'autres écoles d'ingénieurs comme EPT ou même aller à l'extérieur pour compléter donc ces 2 ans qui en restent, quoi. Il pourra devenir donc technicien après 2 ans, il pourra devenir donc ingénieur dans le domaine où il faisait sa formation. Ou bien aussi les autres voies, comme les voies de KMTP ou KSTP, selon aussi les filières concernées, il pourra devenir donc professeur de Bac plus 4, ou sera orienté au niveau des centres de formation, ou bien Bac plus 6, il sera orienté aussi au niveau des lycées techniques.